Oui, l'Europe assommée par Donald Trump et Vladimir Poutine. C'est le seul sujet dont je voudrais traiter pendant quelques minutes ce soir. Je vous demande de bien vouloir partager massivement cette intervention. Mes chers amis, l'heure est venue de dire la vérité, sans détour. L'Occident, qui croyait tout contrôler, est aujourd'hui pris à son propre piège. Pendant des années, on nous a vendu une propagande grotesque. L'Ukraine est l'agressée et représente une grande démocratie en danger. La Russie est l'ennemi du monde libre et est en train de s'effondrer. L'Europe, quant à elle, se positionne comme la protectrice des nations opprimées. Mensonge. La réalité est tout autre. Donald Trump lui-même, futur maître de l'Amérique, admet aujourd'hui ce que nous savions déjà. Cette guerre n'est qu'une vaste mascarade géopolitique orchestrée par l'OTAN et ses alliés. Zelensky est abandonné. L'Europe est isolée. Macron, Scholz et les technocrates de Bruxelles sont en chute libre. Pendant ce temps, Trump et Poutine redessinent la carte du monde. Et nous, Africains, sommes-nous prêts à tirer les leçons de cette débâcle occidentale? C'est ce que nous allons voir à travers l'analyse percutante du professeur Franklin Nyamsi, qui décrypte avec lucidité la fin d'un cycle impérialiste et l'aube d'un nouveau monde multipolaire. Ouvrez grand vos oreilles, car cette vérité, vous ne l'entendrez pas sur les plateaux de LCI et de France 24. C'est parti. Le fait majeur que je voudrais commenter, c'est l'alliance russo-américaine qui se constitue entre les gouvernements Trump, d'un côté pour les États-Unis d'Amérique et d'autre part, le gouvernement Poutine, pour mettre un terme à la terrible crise, à la terrible guerre russo-ukrainienne. Je voudrais vous rappeler qu'on a tenté d'imposer aux opinions mondiales, et en particulier aux opinions africaines, une fausse opinion, une fausse compréhension de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Selon le storytelling de l'oligarchie financière capitaliste, impérialiste et néocolonialiste occidentale, la guerre entre la Russie et l'Ukraine aurait commencé lorsque, au mois de février 2022, l'armée de la Fédération de Russie a formellement envahi le territoire de celle de l'Ukraine, imposant à l'Ukraine une guerre que l'Ukraine, selon l'avis de tous les observateurs, a copieusement et lamentablement perdu. Selon ce storytelling, qui est en fait un mensonge des grands médias occidentaux, et notamment des grands médias de l'oligarchie financière, l'oligarchie du capital qui tient le peuple occidental, les États-Unis et l'Europe en otage, on prétendait donc que la Fédération de Russie s'était levée un jour, piquée par une colère, une volonté hégémonique, et avait envahi, et c'était un jour de, février 2022, s'était levé un jour de février 2022 et avait décidé d'agresser délibérément la République d'Ukraine. Cette théorie-là vient de montrer ses limites. Depuis que, aux États-Unis, il y a eu un changement politique qui a vu l'avènement au pouvoir du président Donald Trump. Cette théorie est tombée en désuétude depuis que des officiels américains de la nouvelle administration républicaine, accédant aux documents et aux archives de l'État, et notamment à la déclassification d'un certain nombre de documents des États-Unis d'Amérique, ont mis à nu la participation des gouvernements américains, notamment sous Obama et Clinton, à la fondation, au financement et à l'armement des groupes terroristes. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe depuis que Donald Trump est arrivé à la tête des États-Unis. Je ne veux pas ici le présenter comme un super bon président. Je ne voudrais même pas porter sur Donald Trump un jugement concernant la politique intérieure des États-Unis. Il y aurait beaucoup à dire contre Donald Trump, comme contre les différents dirigeants des partis démocrates, du Parti démocrate américain, qui ont exercé la magistrature suprême des États-Unis. Mais sur le plan international, en dehors de la bévue de la politique israélo-palestinienne de Trump, qui consiste à soutenir aveuglément et inutilement
le gouvernement génocidaire de Netanyahou en Israël, Donald Trump, dans sa politique internationale, excepté l'aberration israélienne notamment, se comporte envers l'Afrique, envers l'Europe, envers l'Amérique du Sud, envers les peuples qui sont dans les îles de tous les océans, Indien et Atlantique. Donald Trump se comporte envers eux comme un provocateur d'autonomie. Je recommence. Donald Trump se comporte envers la plupart des pays du monde comme un provocateur d'autonomie. C'est-à-dire qu'il veut pouvoir discuter des intérêts des États-Unis avec des dirigeants, des gouvernements qui ont vraiment de l'intérêt pour leur peuple. Trump a bien compris que pour agir correctement à l'international, on a besoin de renforcer la crédibilité de son discours. On a besoin de respecter les souverainetés respectives. On a besoin de prendre en compte les réalités concrètes, géopolitiques et géostratégiques du monde. Alors, Donald Trump a constaté qu'aujourd'hui, économiquement, la Chine est en train de passer devant les États-Unis. Que cela le trouble ou non, il a beau dire MAGA, Make America Great Again, l'avancée chinoise dans plusieurs domaines est indiscutable, au point que la Chine s'est même transformée en usine des États-Unis. Premier constat, Donald Trump sait que l'Amérique ne domine plus le monde comme ce fut le cas entre le 19e et le 20e siècle. Mais il y a un deuxième constat, c'est que Donald Trump, et de ce point de vue, il est assez proche de Poutine, sait que l'Occident politique s'est effondré quand il a renoncé à un certain nombre de valeurs cardinales de sa civilisation. Les valeurs cardinales de la civilisation occidentale sont résumées dans la célèbre loi d'or, ou qu'on appelle encore le principe d'or, qui dit « Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fissent ou vous fassent ». Cette formule que l'on attribue bien souvent à Jésus-Christ n'a pas été inventée par lui, elle renvoie à la formule fondamentale de la vérité-justice que les négro-égyptiens, première grande civilisation humaine, appellent Maat. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donald Trump s'est rendu compte que pour agir dans le monde, l'Amérique devra tenir compte de l'émergence des souverainetés et négocier ses intérêts avec ces souverainetés. Il a aussi compris que l'une des raisons pour lesquelles l'Europe est en échec et en déclin, elle vient du fait que l'Europe a abandonné ses propres valeurs de civilisation, cette valeur de la loi d'amour, la loi de la réciprocité bien sûr, mais elle a abandonné les principes même de la famille humaine pour promouvoir désormais une formule confuse des relations humaines, une vision confuse de la famille humaine et une légitimation littéralement de l'immaturité polymorphe des individus pervers. Donald Trump arrive au pouvoir et se rend compte qu'en fait, il ne pourrait pas y avoir un équilibre même favorable aux États-Unis si l'Occident en général et les États-Unis en particulier ne renoncent pas à leur propension à vouloir s'arroger les souverainetés de toutes les nations de la Terre au nom de ce qu'on appelle abusivement, bien souvent, le droit international. Alors, mais que fait Trump? Trump commence par un retour brutal à la réalité. Et qui dit retour brutal à la réalité des États-Unis dit retour brutal à la réalité des alliés des États-Unis. Que dis-je? Des vassaux européens des États-Unis, que sont les pays membres de l'Union européenne, y compris bien sûr l'Angleterre, qui n'est pas membre de l'Union européenne. Qu'est-ce qui s'est passé? L'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Union européenne, et notamment le couple franco-allemand, ont décidé de faire effondrer, et ce sont les mots de M. Bruno Le Maire, qui était alors ministre de l'économie de la France, faire effondrer l'économie russe, au motif que la Russie a décidé d'entrer en Ukraine pour assurer sa sécurité qu'elle considère menacée par les programmes potentiellement nucléaires ukrainiens, mais également par le positionnement avancé des infrastructures coercitives de l'OTAN, c'est-à-dire les missiles balistiques notamment, eh bien, un sol ukrainien avec la possibilité de frapper en un temps record toutes les villes de la Fédération de Russie, y compris la capitale Moscou. Donc, qu'est-ce qui se passe?
à la tête des États-Unis, Donald Trump, à la tête de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, tous s'accordent pour dire que le conflit russo-ukrainien n'a pas commencé avec l'invasion du territoire russe, l'invasion militaire de février 2022. Mais en fait, ce conflit a commencé il y a beaucoup plus longtemps. Lorsque, après l'effondrement du mur de Berlin en 1989, en novembre, il y a eu un accord, un gentleman agreement entre les anciennes puissances de l'Est et les grandes puissances de l'Ouest, notamment les États-Unis. Et cet accord disait que l'infrastructure militaire de l'OTAN n'avancerait plus jamais vers, l'Est du continent. Que les Européens se contenteraient de se sécuriser, en Europe occidentale, mais qu'en aucun cas ils ne feraient avancer leurs missiles balistiques, leur infrastructure de guerre, leurs boutons et leur vigilance et dissuasion nucléaire jusqu'aux portes de la Russie, c'est-à-dire en s'emparant progressivement des anciennes républiques de l'Union des républiques socialistes soviétiques et l'URSS. Mais qu'est-ce que l'OTAN a fait? Mais tout le contraire de ce qui avait été promis à Gorbatchev, le dernier dirigeant de la Russie, le dernier dirigeant de l'Union soviétique, pratiquement. La promesse était que, après la chute du mur de Berlin, le monde était apaisé et que les États-Unis et leurs alliés arrêteraient de pressuriser, d'opprimer, d'encercler, de contraindre d'une façon ou d'une autre les puissances russes et chinoises qui n'avaient pas l'intention de se soumettre aux États-Unis. Alors, malgré toutes les préventions, malgré tous les avertissements, l'OTAN a avancé son infrastructure nucléaire, son infrastructure militaire, son infrastructure de missiles balistiques et de menaces de mort aux portes de la Russie, puisqu'elle était littéralement devenue une occupatrice à la fois militaire, économique, civile, politique et culturelle de l'Ukraine. Désormais, les étoiles sont alignées. Trump a affirmé sa conviction que le régime ukrainien de M. Zelensky est coupable d'avoir provoqué la guerre. Pourquoi? Pour avoir accepté de servir de valet, avoir accepté de servir de bras armés de l'impérialisme américain, des gouvernements démocrates Biden et avant cela d'ailleurs Obama. Cette conviction, basée sur des faits historiques, ceux de l'élargissement inexorable des forces de l'OTAN vers l'est de l'Europe, ce jugement-là est exactement ce sur quoi Poutine, le président de la Fédération de Russie, s'était basé pour justifier l'invasion de l'Ukraine en 2022. Il a dit, pour la sécurité de la Russie, il est hors de question que l'Ukraine soit armée de missiles qui peuvent frapper la capitale russe en 16 minutes. Hors de question. Hors de question que l'Ukraine adhère à l'OTAN, ce qui voudrait dire que la Russie serait menacée de disparition au regard de la proximité de l'appareil d'éradication, l'appareil de destruction américain qui s'installait en Ukraine. On a le président Trump qui est convaincu que les véritables causes de la guerre sont à chercher dans l'élargissement de l'OTAN. On a à la tête de la Russie le président Poutine qui, lui, l'a souvent dit. Ainsi, le géant américain et le géant russe s'accordent aujourd'hui à dire ce que les intellectuels critiques, et j'en suis, critiques de la France-Afrique, critiques de la domination avaient déjà dit. Vous êtes mes témoins, mes chers amis, bien que nous sommes à 1 heure avancée de la nuit. N'ai-je pas soutenu ici devant vous la thèse selon laquelle le conflit russo-ukrainien n'était pas un conflit délibérément déclenché par la Russie, mais un réflexe de survie de la Fédération de Russie face à l'évolution, face à l'avancement du dispositif de coercition et de menace de dissuasion militaire et même nucléaire de l'OTAN aux portes de la Russie. Le pape Jean-Paul II avait fait une déclaration qui avait déclenché un tollé dans la bien-pensance occidentale. Il avait dit que c'est l'OTAN qui était responsable de la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'aurait jamais éclaté si l'OTAN, citation du pape François Ier, si l'OTAN n'était pas venu aboyer aux portes de la Russie. C'était exactement les mots, c'était les mots utilisés par le pape de Rome.
Bon, maintenant que les faits historiques président, pour ce qui est du conflit russo-ukrainien, à la politique américaine d'un côté et à la politique russe de l'autre, la grande question que nous devons nous poser, nous, Africains, pays africains, gouvernements africains, c'est la suivante. Qu'est-ce qui va se passer pour nous maintenant qu'il y a eu un revirement de la doctrine américaine concernant la guerre russo-ukrainienne? Eh bien, voici mes réactions. Premièrement, on va assister à l'effondrement du régime de M. Zelensky. Deuxièmement, on va assister à l'effondrement de tous les régimes, eh bien de l'Union européenne, qui ont accompagné M. Zelensky dans cette aventure plus qu'ambiguë. Ces régimes sont notamment le régime allemand et le régime français. Après la chute de Zelensky, qui n'est plus qu'une question de jours, car Donald Trump l'a clairement averti qu'il ne représente que 4% de la population. Il a averti qu'il ne représente que 4%. Excusez-moi, je vais juste transférer ceci ici. Zelensky a été averti qu'il ne représente que 4% eh bien, de la population de l'Ukraine et qu'il gouverne illégitimement ce pays par décret. Cela lui a été rappelé. Et à partir du moment où Trump estime que Zelensky est coupable de la guerre qui frappe l'Ukraine, vous voyez la conséquence qui en découle. C'est-à-dire qu'on va assister littéralement à un débranchage de l'Ukraine. Le robinet à dollars des États-Unis, le robinet d'armes des États-Unis, ce robinet est en train d'être fermé. Et en fait, le président Trump demande de manière très polie à Volodymyr Zelensky de quitter le pouvoir, en affirmant en Mondovision que Zelensky n'a plus que 4% d'Ukrainiens pour lui. Il lui envoie un message direct, ou indirect si vous préférez, c'est « partez, parce que nous savons que vous ne représentez plus votre peuple ». Mais je vous rappelle que le régime ukrainien s'est rendu coupable d'agressions terroristes en Afrique. C'est l'Ukraine qui, aux côtés d'Al-Qaïda et l'État islamique, a attaqué la ville malienne de Tinzaouaten, et provoquant ainsi la mort de plusieurs soldats maliens et plusieurs alliés russes de l'armée malienne. Donc, la première conséquence à laquelle nous allons assister très rapidement, c'est l'effondrement du régime ukrainien, avec Zelensky qui va se barrer, qui va être obligé de quitter, de débarrasser le plancher, d'autant plus qu'il est considéré comme partie négligeable dans les négociations. Les négociations se déroulent exclusivement entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie. Pourquoi? Mais parce que l'Ukraine était en fait un satellite. L'Ukraine était un État manipulé. C'était un État à la merci des désidérata du gouvernement démocrate américain de Biden. D'accord? C'est d'ailleurs grâce à cette puissance accumulée par le gouvernement démocrate américain, instrumentalisant l'Ukraine, c'est grâce à cette puissance que Trump peut dire à Zelensky, ça suffit, vous ne représentez rien, le seul conseil que je puisse vous donner, c'est de rentrer à la maison, de vous chercher une zone d'exil et de sortir littéralement de mon champ visuel. Mais l'effondrement du régime ukrainien est une opportunité extraordinaire pour l'Afrique agressée par ce régime, pour poursuivre Zelensky, pour poursuivre tous ceux qui ont organisé l'attaque terroriste de Tinzaouaten. Le temps va être approprié. Il faut ouvrir les procès contre les organisations terroristes et contre leurs parrains. Je l'ai montré à d'autres vidéos. Mais il y a quand même une autre conséquence à cette affaire. À partir du moment où Poutine et Trump s'entendent, à partir du moment où les États-Unis et la Fédération de Russie s'entendent, cela veut dire que toutes les majorités politiques qui ont conduit l'Europe, je parle de l'Europe occidentale, à la confrontation perdante avec la Russie, mais tous ces gouvernements vont s'effondrer. Le gouvernement Macron-Bayrou va s'effondrer, le gouvernement Scholz va s'effondrer, le gouvernement britannique de Starmer va s'effondrer. Tous les gouvernements qui ont bec et ongle défendu eh bien, la logique ukrainienne contre la Russie sont désavoués. Donc, il faut s'attendre à de sérieux et très rapides chamboulements politiques au cœur de l'Europe. Je vous ai dit que j'ai ma conviction que le président Macron ne finira pas son mandat. Non seulement il est dépourvu de majorité parlementaire, mais il vient de perdre dans le conflit russo-ukrainien ce qui lui restait de semblant de crédibilité internationale. Car, en fait, c'est tout ce que le président Macron
le chancelier allemand Scholz ont prévu, c'est tout cela qui a été contredit par ce qui s'est passé. Où est l'effondrement de l'économie russe? Walou, rien, zéro. Où est la défaite militaire de la Russie? Zéro, rien. Où est l'impact des sanctions énormes internationales qui ont été infligées à la Russie? Pourquoi ces sanctions n'ont-elles pas conduit à la défaite de la Russie? Bide énorme. Et le monde entier qui a assisté à ce duel des géants, à cette gigantomachie, entre d'une part la Fédération de Russie et d'autre part les États-Unis, à travers leurs proxys européens, le monde entier sait maintenant que c'est Poutine qui a gagné, que c'est Zelensky et ses maîtres qui ont perdu. Et même Trump est à la tête d'une puissance qui vient de perdre la guerre. Alors, mes chers amis, la messe est dite. L'illusion s'effondre sous nos yeux. Zelensky n'est plus qu'un pion sacrifié sur l'échiquier mondial. Macron et Scholz sont discrédités. L'Union européenne est devenue un vassal sans puissance. Les États-Unis changent de cap et l'Occident, qui croyait pouvoir imposer sa volonté au monde, se retrouve aujourd'hui réduit à un rôle secondaire. Mais l'essentiel est ailleurs. Ce bouleversement n'est pas seulement une affaire entre l'Europe, les États-Unis et la Russie. Il concerne directement l'Afrique. Nous sommes à un moment historique où les chaînes de la domination occidentale peuvent être brisées une fois pour toutes. Mais encore faut-il que nous ayons le courage et la lucidité d'agir. Le professeur Franklin Nyamsi nous met en garde. Nous n'avons plus le droit d'être des spectateurs. L'Afrique doit exiger des comptes, refuser la soumission et imposer sa voix sur la scène internationale. Le monde change. L'Afrique doit s'imposer. Le temps de l'inaction est terminé.